Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo pour ce nouveau numéro de l'immobilier dans tous ses états, une émission coproduite par Radio Imo Expression, le magazine des professionnels de l'immobilier, en partenariat avec Guy Hockey. Alors chaque mois, nous allons à votre rencontre, vous les pros, pour décrypter vos problématiques, trouver des solutions, échanger ensemble durant cette demi-heure d'émission et bien sûr pour animer l'immobilier dans tous ses états. Je suis en compagnie de Alexandra Blanc. Bonjour Alexandra, comment ça va ? Très bien, et vous mon cher Fabrice ? Ça va, c'est super. Allez, au programme de ce nouveau numéro, on va s'intéresser évidemment à ce qui se passe dans l'actualité. Malheureusement, c'est un peu, pour ne pas dire beaucoup morose, la crise sanitaire se poursuit. Deuxième vague, on a droit au couvre-feu, plus de repas entre amis, ou alors presque pas, en tout cas pas plus de 6 personnes à table. On va parler d'un possible reconfinement, réponse tout à l'heure, et cela pèse bien évidemment sur le moral de tous. C'est vrai que c'est pas forcément très réjouissant. Alors justement, les questions qu'on va se poser, c'est est-ce que cette situation affecte le comportement des acheteurs de biens immobiliers? De quoi ont envie les Français? Est-ce qu'ils ont envie d'autre chose? Est-ce qu'ils ont envie d'avoir des grandes maisons, de partir à la campagne? Est-ce qu'ils ont donc envie peut-être des deux, de rester également en région parisienne? Pourquoi pas? Est-ce un vœu pieux ou une réalité? Nous allons décrypter tout cela avec nos invités. Donc Laurent Lexact, bienvenue. Merci. Vous êtes donc animateur et formateur du réseau La Résidence. Stéphane Fritz, président de Guy Hockey, bienvenue également. Bonjour Alexandra, merci. Et puis évidemment Nicolas Tarade, notre journaliste pour Radio Imo. Bonjour Alexandra, bonjour à tous. Merci Alexandra, c'est parti pour ce deuxième numéro de l'immobilier dans tous ses états. L'immobilier dans tous ses états. L'édito. Et pour poser les bases du sujet, nous tournons vers notre éditorialiste maison, Nicolas Tarade. Nicolas, on parle justement de ce besoin peut-être de changer d'air de nos compatriotes. Oui, à cette fin d'année 2020, le marché de l'immobilier est bousculé, les envies d'ailleurs se formalisent. Exit le petit appart dans une rue passante, bonjour la maison avec jardin. Avec le confinement total au mois de mars et la menace d'un nouveau tour de vis de l'exécutif, beaucoup de Français ont des envies d'ailleurs, plus que le logement en lui-même. Ces Français se questionnent sur leur projet professionnel, sur leur projet de vie. Alors plusieurs questions se posent déjà. Allons-nous assister à un exode urbain entre guillemets, ou bien est-ce simplement un phénomène passager? Comment les professionnels du secteur vont-ils s'adapter? Qui part et pour aller où? Bref, des premières tendances se dessinent. Les voilà, le déconfinement arrimé avec déménagement, un véritable boom comparé à l'arrêt brutal du confinement. Les déménagements ont augmenté de 550% entre les mois d'avril et mai par rapport à la même période l'an passé. Un cas d'école pour illustrer, des centaines de familles pourraient quitter le bassin parisien dans les mois à venir. C'est déjà presque le cas, disons-le, les écoles parisiennes se vident. À la rentrée de septembre, elles comptaient 3700 élèves de moins. Les écoles du Grand Paris, elles, voient arriver de nouveaux élèves. Alors où vont justement les citadins? On l'a dit, même si ces familles élargissent leur périmètre de recherche immobilière, elles songent tout de même à s'installer dans les départements limitrophes. Selon une étude récente, aucune région n'a véritablement vu exploser son attractivité post-confinement. Seul le Nord-Ouest semble avoir légèrement gagné en attractivité auprès des acquéreurs avec 23% d'intention d'achat contre 20% en mai et 19% en avril. Et les pros dans tout ça? Les professionnels du secteur, eux, vont donc devoir s'adapter à cette crise d'ampleur, tout en respectant évidemment les mesures sanitaires, c'est-à-dire digitaliser davantage, afin que, par exemple, le rôle social de l'agent immobilier conserve toute son utilité. Il est au carrefour, aux premières loges des changements de vie souhaités par beaucoup de Français, d'autant plus si dans les heures à venir, la France est à nouveau mise sous cloche. On se poserait alors la même question, le redéconfinement va-t-il donner des envies d'ailleurs à des milliers de concitoyens? Merci Nicolas, on ouvre tout de suite le débat avec nos invités. L'immobilier dans tous ses états. Le grand débat. Le grand débat avec nos deux grands témoins du jour, nos experts, Laurent Lexact, directeur, formateur et animateur du réseau La Résidence. Un petit mot, Laurent, sur La Résidence, oui. le réseau. Nous sommes un réseau de 70 agences essentiellement implantées dans l'ouest parisien, donc les Yvelines, le Val d'Oise, la Normandie, mais on a aussi des agences sur Paris même et également en province. C'est ce qui nous intéresse, puisque l'idée du jour, c'est ces envies d'ailleurs des Français. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Stéphane Fritz, on ne présente plus Guy Hockey, qui est plus que centenaire maintenant, comme réseau d'agences en tout cas, pas vous. Un petit mot justement sur ce qu'on vient d'attendre, une première réaction. Justement, on le voit, là, des gens qui commencent à partir, 3700 familles parisiennes qui ont déjà quitté Paris. Peut-être qu'on s'attendait déjà à ce deuxième reconfinement. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, le réseau a fêté ses 25 ans l'an dernier, hein, pas plus que centenaire. Qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui de la migration des Parisiens ou des gens des grandes agglomérations vers la périphérie des villes? On ne le constatait pas à la sortie du confinement, on constatait une augmentation de la consultation des sites, mais ça ne se traduisait pas dans les chiffres aujourd'hui. Aujourd'hui, avec 3 ou 4 mois de recul, on peut le dire, on a plus 20% d'achats de maisons sur le territoire national et moins 20% d'appartements. Donc on le constate clairement. Et le deuxième élément aujourd'hui qui fait qu'on constate cette migration légère, c'est la stagnation des prix sur Paris, l'augmentation en première couronne légère, une augmentation plus forte en deuxième couronne et une augmentation encore plus forte en province, et sur le territoire national de 3,6% au total. On l'a vu effectivement. En province, est-ce que c'est le boom ? Alors, on a constaté qu'il y a eu un important rebond technique suite à la fin du confinement. Et effectivement, les stocks de mandats, c'est-à-dire de biens à vendre, ont fortement baissé après le confinement. Et on a également vu que sur Paris intramuros, ce n'était pas le cas. Que ce soit chez nous ou chez un certain nombre de concurrents. C'est-à-dire que la demande a été moins forte sur Paris intramuros que dans la première, deuxième couronne, et également les villes de province, comme Rennes par exemple, mais pas que. Est-ce qu'on peut déjà penser ou faire le tri entre les gagnants et les perdants ? Est-ce qu'il y en a donc, justement là sur l'ensemble du territoire ? Le gagnant, c'est la société dans son entier. Ça fait déjà 30 ans qu'on essaye de réaménager le territoire. On construit vertical en permanence, près des grandes agglomérations. On voit bien ce que ça concentre en termes de transport, de bouchons. Enfin, on connaît ça à Paris, mais aussi c'est la réalité à Nantes, à Rennes, à Marseille, Bordeaux, c'est devenu Toulouse. Un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, on se demande si une toute petite bête comme le Covid ne va pas réaménager le territoire par défaut. Et on voit cette migration que moi, je considère que nous sommes tous gagnants d'une migration vers les territoires un peu moins peuplés. Avec c'est vrai, des usages qui sont en train de se modifier aussi. On le voit, on va être peut-être à nouveau plongé dans un télétravail intensif, obligatoire, si on n'a plus le droit de sortir de chez soi. Est-ce que ça veut dire que là aussi, ça pousse certains à se dire, mais finalement, si je suis assigné à résidence, en quelque sorte, est-ce que j'ai pas intérêt à trouver un bureau, donc avoir une résidence un peu plus grande. Avoir un jardin, peut-être quand on a des enfants aussi, des envies d'avoir plus grand. À Paris, les appartements restent tout petits. C'est vrai. Allez-y, Laurent. Vous avez entièrement raison. Maintenant, il y aura de toute façon un écart entre l'envie et la réalité. C'est-à-dire que, oui, effectivement, de plus en plus de gens veulent une maison avec jardin. Maintenant, tout le monde n'a pas le budget pour se la payer. D'autant plus que depuis le 1er janvier, les conditions de financement ont été largement ont été durcies. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui pèse sur le budget des acquéreurs. Aujourd'hui, on leur demande d'avoir aussi un apport plus important. Et on le constate quand on regarde les statistiques des banques. Les acheteurs ont de plus en plus d'apports. Ce qui veut dire qu'au niveau des primo-accédants, ça exclut de fait du marché un certain nombre de personnes. On a l'impression là qu'on incite vraiment à un effet ciseau avec ces recommandations du Haut Conseil à la stabilité financière qui ont durci les conditions en début d'année, donc avant la crise sanitaire. Et puis patatras, là en plus, il y a cette problématique la crise sanitaire qui a aussi des conséquences économiques. Du coup, que peuvent faire les pouvoirs publics ? Est-ce qu'ils doivent justement desserrer les cordons de la bourse, mais il y a aussi un risque que les gens soient moins solvables dans l'avenir ? Il faut se rappeler déjà les raisons pour lesquelles aujourd'hui le HCSF, le Haut Conseil de la stabilité financière, présidé par notre ministre de l'économie Bruno Le Maire, il faut se rappeler les raisons pour lesquelles il a durci les conditions d'octroi. Les délais s'allongeaient sans cesse, les taux de crédit n'arrêtaient pas de baisser, on prêtait à 110%. Donc sur 25 ans, 30 ans sur 30 ans. Donc aujourd'hui, tout ça dans un marché extrêmement faste et qui a permis aussi de dynamiser le marché. Les taux étaient historiquement bas, quoi. On prêtait je vois les taux aujourd'hui, les très bons dossiers peuvent avoir des 0,5, 0,6. Donc c'est pour ces raisons-là qu'ils ont resserré les conditions d'octroi et c'était une bonne mesure. Mais c'était sans compter le Covid. Avec le premier confinement et certainement le deuxième qui s'annonce, aujourd'hui on demande au pouvoir public de revenir aux conditions d'octroi de fin 2019 de façon à refaire rentrer dans l'assiette parce qu'il faut savoir quand même que le resserrement des conditions d'octroi et la diminution du volume du marché, aujourd'hui, qui c'est qui paye les pots cassés ? C'est les ménages les plus faibles et les primo-accédants. Donc pour pouvoir aider et pour que des primo-accédants, des ménages les plus faibles, puissent emprunter, puisque c'est quand même mieux d'être propriétaire et de capitaliser que de louer, on demande au HCSF de réélargir ces conditions d'octroi, ne serait-ce que pour 1 an ou 2, le temps d'absorber en tampon la crise du Covid.
Et on a beaucoup parlé justement de la reprise post-confinement, après donc ce confinement de quelques mois en France. Est-ce que la reprise s'est confirmée en septembre, octobre, les mois finalement où on était libre, ou est-ce qu'on marque le pas? Est-ce que cette reprise s'est confirmée? Alors, elle s'est confirmée en fait avant. C'est-à-dire que dès la fin mai, les clients étaient de retour, clairement. Et sur les mois de juin et juillet, nous, au réseau La Résidence, on a fait nos records de vente. Et le mois d'août a été bien meilleur que d'habitude. En fait, pour vous donner des chiffres, sur ces mois-là, on a fait entre 24 et 35% de transactions et de chiffre d'affaires supplémentaires, tout en constatant une hausse des prix, notamment pour tout ce qui est hors de Paris intramuros. C'est-à-dire que les gens se sont rués en fait sur des biens où ont eu envie de déménager? Oui, clairement, il y a eu une sorte de cohue qui aujourd'hui est quand même en train de se calmer. En fait, c'était lié aussi au fait que le stock d'acheteurs en recherche avait fortement augmenté, puisqu'il y a eu le confinement qui les a empêchés de passer à l'acte. Et maintenant que le stock est en train de se résorber, on revient à une situation plus normale. Et le confinement, c'est aussi un bon moyen de jeter un œil justement sur toutes les annonces, sur l'ensemble des sites internet, dont notre coproducteur, acheterlouer.fr par exemple, et de regarder ce qui pourrait faire envie. Est-ce que vous avez des chiffres justement sur les taux de consultation de votre site ou en général, Stéphane Friese? La consultation des sites a diminué quand on a arrêté l'activité. De dire aujourd'hui, je l'ai entendu de ci de là par certains concurrents ou pure players, comme quoi ça avait explosé pendant le confinement, ce n'est pas vrai, ça a explosé après. Au moment où on a commencé à dessiner le déconfinement, enfin cette période de déconfinement, à ce moment-là, oui, les sites ont explosé, on a une consultation plus forte. Je rejoins Laurent dans ce qu'il dit. Après, ça s'explique. C'est pas tant rué vers... on a eu 2 mois d'inactivité, donc on a eu un bouchon. Il y a eu tout un tas de projets qui auraient dû se faire. On a perdu presque 300 000 transactions, 150 000 transactions. Enfin, c'est beaucoup. Donc, on a eu aussi nos mois de juin et juillet historiquement hauts depuis ces 25 dernières années, donc c'était plus gros mois. Mais ça s'explique, en fait, c'est 4 mois en 2. La réalité, c'est qu'on a fait 4 mois en 2. Et on n'a encore pas rattrapé le retard. On est sorti du confinement avec moins 40% de nos volumes aujourd'hui, moins 30 au mois de juillet, moins 20 en août, et on essaye de rattraper aujourd'hui les volumes. Oui, allez-y. On a, nous, actuellement, un prévisionnel à moins 10% de transactions pour l'année, par rapport à nos chiffres actuels. Donc on peut rattraper une bonne partie, et c'est déjà beaucoup parce que les 2 mois du confinement étaient les meilleurs mois de l'immobilier, mais pour autant on ne pourra pas tout rattraper, et c'est ce que confirme d'ailleurs Meilleurs Agents, qui a fait une prévision à 918 000 ventes pour 2020 dans l'ancien. Ah, c'est hyper précis, donc contre 1 60 000 1 60 000 l'an dernier, on n'a pas des prévisions aussi optimistes, d'accord, mais on tablait sur 850 à 900 000 transactions au national. Donc moins 15 à moins 20%, vous êtes tous les deux un petit peu au-dessus. Oui, après, très sincèrement, c'est de la Madame Irma. Il va falloir attendre les résultats. Oui, en fait, il y a les prévisions de la FNAIM, il y a les prévisions d'un certain nombre d'experts, et la plus optimiste, c'est effectivement Meilleurs Agents. Mais la FNAIM a des prévisions qui sont un petit peu moindres. D'accord, donc une année vraiment en dents de scie, on le voit, et malheureusement ça risque de continuer. On va s'intéresser maintenant à justement les nouvelles tendances de l'immobilier, ce que vous avez vu, ce que vous avez mis en place aussi. On a vu notamment une digitalisation à marche forcée. Je voudrais savoir si, comme on l'a fait, comme on l'a vu dans beaucoup de secteurs, l'immobilier a mis le turbo sur la digitalisation. Stéphane Friese. Alors, il est clair que le digital ressort gagnant de la période de Covid. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Le digital ressort clairement gagnant. Il y a une réelle accélération. Les chiffres sont clairs. Nous avions un accord avec Matterport il y a environ 1 an et demi. Matterport, c'est le leader mondial de la visite immersive virtuelle. Très peu d'agents immobiliers en franchise chez nous prenaient le service. Ça coûte 3 000 € la caméra, 60 € par mois. Donc assez peu. En fait, on avait vendu en 1 an et demi 7 caméras. On explique juste le principe, la visite virtuelle immersive, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis devant mon ordinateur, je peux rentrer dans l'appart comme si j'étais... Vous pouvez visiter les maisons à partir de votre iPad et dans votre fauteuil. Vous pouvez aller sur le site guihockey.com, vous verrez, il y a un bouton dessus qui dit visite immersive, qui vous trie toutes les visites virtuelles immersives. Je vous invite à rentrer dans un appartement, vous visitez vraiment l'appartement. On en parlait avec Alexandra tout à l'heure. Est-ce qu'on achète sur quelque chose qu'on a visité? Alexandra, vous êtes prête à acheter non, sur moi, je suis un peu en virtuel? Non, mais je suis d'accord avec vous. J'ai besoin de voir le bien vraiment. Mais comme tout le monde, et moi le premier, donc on n'achètera pas par une visite virtuelle. Ça fait un tri.
on écartera toutes les visites qui ne servent à rien, dans lesquelles on vous emmène en voiture à 10 km et arrivé dans la résidence, vous apercevez que ce n'est pas pour vous, sans même être entré dans l'appartement. Ça effacera ces visites-là et c'est plutôt une bonne chose. Aujourd'hui, sur le site Bien Ici, vous avez la possibilité de vous balader dans le quartier. Vous regarderez, vous pouvez vous balader dans le quartier, voir les commerces, les écoles. Et ensuite, à ça, ajouter une visite immersive du bien. Vous pouvez faire un vrai tri à partir de votre canapé sans voir votre agent immobilier. Donc on reprend avant Covid, donc avant 7 Covid, caméras. 7 caméras, en 15 jours de temps après Covid, 70 caméras, et aujourd'hui on compte 180 sur les 580 agents immobiliers du réseau, 180 visites, caméras Matterport dans chaque une de nos agences. Ouais, alors on est dans une émission pour les pros, donc on peut peut-être citer les chiffres, parce que c'est vrai que c'est un investissement. 3 000 € la caméra et 60 € avec l'accord national que nous avons chez Guy Hockey. Après, en direct, je ne sais pas ce qu'on les écoute. D'accord. Mais c'est utilisé, il y a un véritable retour sur investissement pour les professionnels qui nous écoutent, qui se disent je m'équipe pas. Je pense qu'il y aura un avant et un après. Il y a celui qui l'aura et celui qui ne l'aura pas. Que ce soit Matterport ou un autre prestataire, mais la visite virtuelle, elle fait partie du travail de l'agent immobilier de demain, comme la signature électronique. 100% des agents immobiliers sont en signature électronique depuis plus de 4 ans. Donc, c'est deux outils digitaux qui font partie déjà maintenant, c'est pas demain, c'est qui font déjà partie maintenant, aujourd'hui, des équipements des agents immobiliers. Laurent, c'est une tendance que vous constatez, la digitalisation de l'immobilier aujourd'hui ? Alors c'était le cas effectivement avant le confinement, mais maintenant le confinement l'a fortement accéléré. Nous avions 40% de nos agences qui avaient la visite virtuelle, et après le confinement, on est à plus de 60%. Et concernant la signature électronique, là maintenant, on a dépassé les 90% qui utilisent notre partenaire Modelo de signature électronique. Alors l'ensemble des prestataires, on en a cité 2. Il y a un superbe salon qui s'appelle le RINT, bien sûr, vous le connaissez. Le Real Estate New Technology, pour reciter l'acronyme. Malheureusement, il n'aura pas lieu en physique cette année, mais il est remplacé par les PropTech Digital Days. C'est un événement auquel Radio Imo est associé également. On vous incite réellement, si vous êtes professionnel, à vraiment vous inscrire sur le site. Il y a plein de contenus très intéressants, interactifs. C'est vraiment fait pour faire du business et peut-être pour découvrir l'ensemble des prestataires. Donc on vous renvoie. Est-ce que vous allez participer à ce Digital Days numérique ? En tant qu'invité, mais pas en tant qu'exposant. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. Et le véritable salon aura lieu, je crois, c'est reporté à fin mars ou début avril. En tout cas, on aura toutes les infos. On revient à notre sujet, Alexandra. On parlait justement de ces envies d'ailleurs des Français. On a vu donc, Paris, un peu ce qu'on appelle le lingot d'or de la pierre. Ça ne bouge pas, c'est au-dessus des 10 000, stratosphérique. La province, est-ce qu'elle en profite réellement ? Où est-ce qu'on va en fait ? C'est ce qu'on voudrait savoir. Est-ce qu'on va, les Parisiens en petite couronne, dans le Grand Paris ? Est-ce qu'on va plus loin ? Est-ce que vous avez des chiffres, des statistiques à nous donner, les uns et les autres ? Alors aujourd'hui sur le national, c'est les grandes agglos qui partent vers les périphéries, c'est ce qu'on trouve. Est-ce que tout le monde en profite ? Oui, puisqu'aujourd'hui on voit que la province a l'augmentation la plus importante. On a dit Paris, ça stagne. Première couronne, ça augmente un tout petit peu. Deuxième couronne, un petit peu plus. Et en province, beaucoup plus. Et une augmentation générale de 3,6% au national. Donc tout le monde en profite, mais on le redit, surtout la société en réalité. Parce que le réaménagement du territoire, plutôt que de faire du vertical systématiquement dans les grandes agglos, c'est tout le monde qui en profite. Covid meilleur que Datar, finalement. Pour ceux qui s'en souviennent. Bien sûr. Oui. L'aménagement du territoire, ces grands plans d'aménagement, je ne sais plus si ça existe encore, ça a dû avoir un nouveau nom, une nouvelle appellation, mais c'est vrai que du coup c'est la revanche, vous disiez, par rapport finalement à ces métropoles d'équilibre, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, qui avaient pris un peu le pouvoir, qui concentraient tout le monde et qui vidaient un peu les campagnes. Là, peut-être c'est la revanche un peu de la périphérie. Après, raison gardée. Il y a quand même tout l'aménagement des transports qui aujourd'hui rendent un appartement. Parce que quand on achète en campagne, on n'est pas sûr de vendre au bon prix. On n'est pas sûr de faire une plus-value. Quand vous achetez à côté d'un métro, vous êtes sûr que, quoi qu'il arrive, si vous achetez avec une vue mer, avec une vue montagne, à chaque fois, c'est emplacement. Donc, à chaque fois, vous vendrez. Donc, raison gardée sur ça. Il faut quand même avoir un certain nombre d'aménagements. Donc, aujourd'hui, ce qui en profite le plus, ce sont les périphéries des grandes agglos. Est-ce qu'il y a des villes en particulier que vous pouvez citer on le connaît, Bordeaux aujourd'hui. Bordeaux parce que la LGV. 2 heures de TGV pour 2 aller heures de Bordeaux, TGV. Ça a pris 17% l'année de l'ouverture de la LGV. Oui. Et parmi les plus petites villes, peut-être, vous qui êtes spécialiste ? Alors, c'est dur à dire quelle ville en a profité le plus, parce que globalement,
elles en ont à peu près toutes profité, mais effectivement pas forcément de la même façon et avec d'importantes disparités entre les maisons et les appartements. Il y a des villes sur lesquelles la demande est restée forte sur les appartements et d'autres où au contraire c'était quasiment exclusivement les maisons qui étaient demandées. Et là, depuis peu, on voit par contre que la demande revient sur les appartements, ce qui signifie que le phénomène auquel on a assisté n'est pas forcément durable. Et j'en veux d'ailleurs pour preuve que l'emploi français est concentré dans les grandes métropoles. Vous avez 3 régions françaises qui concentrent quasiment la moitié du PIB français. L'Île-de-France, Rhône-Alpes et la PACA. Donc, quoi qu'il en soit, on n'est pas encore au réaménagement total du territoire. Il y avait un livre qui avait été écrit dans les années 50 par Jean-François Gravy qui s'appelait « Paris et le désert français ». On est encore là-dedans pour l'heure. Ouais, c'est vrai que là, voilà. Après, vous parliez de sens tout à l'heure, Stéphane. On est sensible à ça, évidemment, des gens qui cherchent aussi peut-être à se réinventer et à aller au plus proche de leurs aspirations. Alors, on l'a vu parce que quand on est contraint, c'est vrai que c'est difficile, mais se dire aussi, voilà, que peut-être la vraie vie, c'est pas parce que le bonheur est dans le pré. Je ne sais pas, mais peut-être c'est pas vraiment dans la ville, au cœur de la ville. On sent ces aspirations. Aujourd'hui, je le redis, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on ne sait rien du tout. Ça a tout chamboulé, les organisations de travail, les organisations de vie. Le logement n'y a pas échappé. Et aujourd'hui, on essaye de voir comment ça atterrit. Ce qui est plus important pour nous, dirigeants d'entreprise, c'est de vérifier la santé mentale, de nos collaborateurs, parce qu'ils ont été fragilisés par l'entrée dans le Covid. Vous parlez de santé mentale. Oui, ça n'a pas été neutre. Non, ça n'a pas été neutre. Aujourd'hui, l'augmentation des dépressions est forte, plus 21% de divorces en plus. C'est impactant, c'est-à-dire qu'il nous faut regarder aujourd'hui nos collaborateurs, la façon dont ils travaillent. Je pense que le bonheur à l'entreprise, ça doit être un vrai leitmotiv de chaque dirigeant aujourd'hui. Donc c'est plutôt pour ça que c'est plutôt ça qu'il va falloir regarder et voir comment ça va atterrir. Donc je pense qu'il faut y être attentif. On ne sait pas grand-chose sur ces sujets-là. Ce qu'on sait, c'est qu'on peut avoir un impact assez fort. On l'a vu déjà ces 6 derniers mois et on le voit avec une deuxième partie de confinement, ça risque de se gâter encore un peu plus. Laurent, vous partagez justement l'avis de Stéphane en cas de deuxième confinement, de nouvelles difficultés qui s'annoncent ? Alors, c'est difficile de prévoir si on va avoir strictement la même chose, c'est-à-dire de nouveau un très fort rebond des achats et notamment sur les périphéries des grandes agglomérations. Ce qui est sûr, c'est que ça risque d'accélérer un certain nombre de projets qui devaient aller dans ce sens-là. Maintenant, sur le moyen-long terme, je pense que quoi qu'il arrive, les grandes métropoles retrouveront de leur attractivité parce que ce sont elles qui concentrent l'emploi, un certain nombre de services publics qu'il n'y a pas forcément partout et les transports dont Stéphane a parlé. Sur ce cas précis, c'est sur le fond. C'est une réalité, ce que dit Laurent aujourd'hui, c'est que tout est concentré. Mais nous, les entreprises, on s'adapte en réalité. C'est que si les gens commencent à éventuellement migrer, on pourra éventuellement se réadapter. C'est-à-dire qu'on suit les marchés, globalement. Et le télétravail, on ne sait pas aujourd'hui ce que ça va donner. Sur le télétravail, par exemple, moi j'ai eu 3 positions en à peine 6 mois. Mais totalement radicales. C'est-à-dire que la première, j'étais complètement contre le télétravail, considérant que dans le télétravail, il y a télé. Et donc j'étais assez... Voilà. Ensuite, on a vu les équipes, mais s'engager terriblement pendant les 2 mois en télétravail et surproduire. Donc j'étais totalement pour. Et aujourd'hui, la 3e position, c'est en fait, on va attendre de voir, on met des marqueurs sur tout et on va attendre de voir comment ça atterrit parce que je crois que ni l'une ni l'autre n'est bonne, aucune des 2 positions n'est bonne. Donc on va voir comment ça atterrit, mais je pense que c'est en train de changer nos organisations de travail et nos logements. Ouais, c'est vrai. Souvent, l'essayer, c'est l'adopter. Vous avez cité le cas, effectivement, de la visite virtuelle. Beaucoup étaient hostiles. Aujourd'hui, on voit que ça marche. Et quand ça marche, on s'y met. Le télétravail, c'est un peu pareil. On n'a pas eu le choix. Donc, on s'y est tous mis. On essaye et on espère surtout continuer à faire cette émission en direct et en présentiel, on va dire. Mais écoutez, on verra si on peut ou pas. En tout cas, ça va être dur. Préservons tous notre santé mentale. On a compris, Stéphane. Vous avez, à part la QVT, la qualité de vie au travail, il y a des trucs comme ça pour garder le moral. Qu'est-ce que vous dites, vous, à vos collaborateurs ? Là, on est plus dans le management. Pas aux collaborateurs, à tous les patrons d'agence aujourd'hui, de s'occuper de leurs équipes, de les animer en les formant. On a une plateforme d'e-learning pour ça. En les formant régulièrement, leur demandant d'aller revoir leurs clients, de les rassurer. Parce qu'aujourd'hui, à l'inverse du premier confinement, pendant 2 mois d'arrêt d'activité complet, je pense que là, on pourra continuer de faire notre travail et on a appris à faire notre travail dans une situation de crise comme celle-ci. Et chez la résidence, ça continue, les formations continuent, ça continue à... Oui, et notamment pendant le confinement, on a fait aussi énormément de visioconférences. Et d'ailleurs, on l'a encore, puisqu'on parlait de la digitalisation,
on s'est adapté en prenant Zoom. C'est-à-dire qu'à la base, on n'utilisait pas ce prestataire et on l'a pris justement pour cette occasion, ce qui nous a permis de garder le lien et de motiver nos équipes pour justement réconforter leurs clients et maintenir cette relation qui aurait pu s'effriter en 2 mois s'il n'y avait pas eu d'action de notre part. Voilà, on continue dans ce monde digital qui touche bien entendu l'immobilier avec de l'innovation, on le voit, des nouvelles techniques et bien sûr pour rester au plus près des clients. Un grand merci à Stéphane Fries, président de Guy Hockey. Merci Laurent Lexax, vous qui êtes formateur, animateur du réseau La Résidence. Merci beaucoup. Merci à Jason Pinheiro et Théo Benoît-Hombourg qui ont réalisé cette émission et bien sûr merci à vous Nicolas pour l'édito et merci à Alexandra. Merci à vous tous d'être venus et surtout de nous avoir suivis. On va se donner rendez-vous dès le mois prochain avec un tout nouveau numéro du magazine L'immobilier dans tous ses états. Excellente journée à tous. L'immobilier dans tous ses états, une coproduction Radio Imo et le magazine Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet, en partenariat avec Guy Hockey, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.